bonjour. Merci d'être avec nous toutes les deux pour débattre autour des gaz et pétrole de schiste. Alors, avant, pour poser le débat, je vais avancer quelques éléments pour permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs de mieux comprendre les enjeux et les dangers potentiels liés à l'exploitation de ces gaz et pétrole de schiste. Gaz et pétrole de schiste qui sont piégés sous terre dans de la roche imperméable, bien en dessous des nappes phréatiques, à 1500, 2000 ou 3000 mètres de profondeur. Il est nécessaire de fracturer cette roche. Comment fissurer ou fracturer la roche? Eh bien, actuellement, on ne le peut qu'en injectant de l'eau, beaucoup d'eau à haute pression. Avec l'eau sont injectés du sable qui va s'insinuer dans les microfractures, des lubrifiants qui permettent au sable de mieux pénétrer dans les microfractures, des biocides qui sont des produits chimiques désinfectants, mais aussi des détergents. La fracturation hydraulique est maîtrisée, affirment les compagnies qui exploitent les gisements dans plusieurs pays du monde. Les dégâts sur les sources d'eau potable, les rejets de gaz dans l'atmosphère et la multiplication des puits en surface, sans parler des norias de poids lourds qui circulent, détruisent notre environnement et sont un danger pour notre santé, affirment les opposants à l'exploitation. Alors, d'un côté, notre indépendance énergétique, la réindustrialisation de la France dépend en partie de l'exploitation de ces gaz et pétrole, c'est ce que vous dites, Laurence Parisot. De l'autre, tout n'est pas sacrifiable au marché, au profit. La France est le premier pays touristique du monde. Nous devons être la nation de l'excellence environnementale, répond Delphine Batho. Et je vais commencer avec Delphine Batho et avec Laurence Parisot. Première question toute simple. La fracturation hydraulique est interdite en France depuis 2011. Faut-il assouplir la loi? Delphine Batho. Non. Mais d'abord, je voudrais remercier Laurence Parisot d'avoir accepté ce débat. Je voudrais vous remercier, Jean-Jacques Bourdin, de l'organiser. Et je voudrais poser à Laurence Parisot une première question. Puisque, comme vous venez de le rappeler, la loi qui interdit la fracturation hydraulique a été votée par la France en juillet 2011. Et à ce moment-là, je n'ai pas trouvé trace de déclaration du MEDEF. Et à cette époque, vous souteniez le gouvernement de Nicolas Sarkozy, dont vous disiez que son bilan était extraordinaire, et vous n'aviez pas spécialement pris position sur cette question. Et lorsque nous, avec François Hollande, nous avons confirmé cette décision d'interdiction de la fracturation hydraulique, tout d'un coup, c'est devenu une sorte de sujet majeur au milieu de tous les sujets, comme une sorte de poule aux œufs d'or, vous amenant à prendre des positions que vous n'aviez pas exprimées par le passé. Donc c'est ma première question. Qu'est-ce qui explique ce changement de position? Il n'y a aucun changement et je crois justement qu'il faut tout faire pour éviter de transformer ce débat si important en un débat qui serait politique. C'est le malheur de la loi de 2011. Cette loi de juin 2011 qui interdit non seulement l'exploitation, mais l'exploration, donc qui de facto interdit la recherche, a été une loi électoraliste. Juin 2011, nous commençons déjà à préparer la campagne pour l'élection présidentielle et c'est pour ça qu'elle a été votée à la fois par la majorité qui était à droite à l'époque et par l'opposition, qui était l'opposition de gauche à l'époque. Mais contrairement à ce que vous dites, nous nous sommes élevés contre cette loi, même assez fortement. Peut-être que ça n'a pas été entendu. Il n'y a pas eu un seul communiqué du MEDEF. Et pourtant, si. Je pense que vous pouvez retrouver... Je vais vous dire tout de suite, on ne va pas débattre autour des intentions politiques des uns ou des autres. Mais surtout qu'il faut qu'il y ait un débat économique, technique et environnemental. C'est ce qui m'intéresse. Est-ce que vous allez assouplir la loi? Vous dites non. Non. Est-ce qu'il faut assouplir la loi? Vous dites oui. Bien sûr, il faut évidemment permettre la recherche. Il faut au moins que nous soyons en mesure d'évaluer les ressources dont nous disposons en gaz et huile de schiste, connaître les caractéristiques des gisements, et ce qui veut dire aussi connaître leur compétitivité. Est-ce que ce serait rentable ou pas de les exploiter? Et c'est un grand dommage de ne pas pouvoir le faire. Nous sommes le seul pays qui a interdit l'exploration par la loi. D'autres pays européens... La Bulgarie vient de s'y mettre. Non, certains pays mettent en place des moratoires, mais l'interdiction de la recherche par la loi... c'est plus compliqué que ça aussi au Québec. C'est transitoire. Nous, c'est définitif, c'est ad vitam aeternam. Nous empêchons de considérer une ressource qui pourrait tout changer
sur la situation économique de notre pays. Et ce qu'il ne faut pas interdire, mais ça, moi aussi à mon tour, je vous remercie, ce qu'il ne faut surtout pas interdire, c'est le débat. Il faut sortir des manipulations, il faut sortir des contre-vérités. Il reste des inconnus sur technique et économique. Il y a des choses qu'on ne connaît pas encore très bien, et notamment... qu'on ne maîtrise pas ? Non, écoutez, la maîtrise. Est-ce que, depuis que les États-Unis exploitent les gaz de schiste, est-ce que vous avez entendu parler d'une seule catastrophe écologique ? Oui, bien sûr. Non. Bah, bien sûr que si. Mais racontez une catastrophe qui a été documentée, liée à... Bien sûr. Avec plusieurs articles scientifiques. Il y a eu des séismes de plus de 5 sur l'échelle de Richter dans plusieurs États américains. Il y a des pollutions des nappes phréatiques. Non. Il y a bien sûr que si. Mais attendez, vous avez toujours des pollutions de nappes phréatiques, pas forcément liées à l'exploitation du gaz de schiste. Vous pouvez très bien, dans d'autres activités industrielles ou humaines, provoquer des pollutions de nappes phréatiques. Aujourd'hui, si on peut peut-être en revenir... Qu'il y ait eu des erreurs parce qu'il y a une canalisation qui n'est pas assez étanche, ou qu'il y ait eu quelque chose qui n'ait pas été fait conformément aux principes géologiques élémentaires. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais la technique en elle-même, si elle est correctement mise en place, peut faire une exploitation. L'exemple sans américain risque. Est transposable en Europe ou pas, c'est l'une des grandes questions. Alors, mais Delphine Batho, allez-y. D'abord, c'est bien la technique en elle-même qui pose problème. Fracturation hydraulique. Ensuite, la loi de 2011 n'est pas une loi d'opportunité politique, c'est une loi qui est en quelque sorte une conquête démocratique, puisque cette loi a été prise sous la poussée et l'exigence de la révolte d'un certain nombre de citoyens, d'un certain nombre de territoires qui ont découvert que le gouvernement, à l'époque c'était Jean-Louis Borloo, avait délivré des permis d'exploration de gaz de schiste sur plusieurs territoires en France, et ces permis ont d'ailleurs été abrogés par la loi. Parce qu'il y a eu une mobilisation sans précédent dans ces territoires. Est-ce que vous avez consulté tous les scientifiques à l'époque, Laurence Parisot, entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, et c'est ce qui explique ce qui s'est passé aux États-Unis, le propriétaire du sol et le propriétaire du sous-sol. En France, on ne peut pas acheter ça n'a rien à voir. Et donc, le propriétaire du sous-sol en France, c'est l'État. Le propriétaire du sous-sol en France, c'est l'État, et c'est un point extrêmement important. C'est ce qui explique le développement. Mais ce n'est pas ça qui permet de justifier si c'est pertinent ou pas. Allez, finissez Delphine Batho, ensuite il faut avoir les yeux grands ouverts sur ce qui se passe aux États-Unis. La réalité, c'est que le coût de sortie du gaz de schiste aux États-Unis ne prend pas en compte les dégâts environnementaux qui sont absolument considérables. Il y a 200 000 forages, c'est 5 000 trajets de camions par forage, c'est 3 milliards de mètres cubes d'eau polluée. L'eau polluée est ensuite stockée dans les sous-sols ou au grand air contenant des produits chimiques. Il y a des remontées de métaux lourds, du mercure, du cadmium. On peut en parler pendant des heures. Vous refaites Gazland, le fameux film. Non, je ne refais pas Gazland, je dis la réalité de ce qui se passe. Très bien. Vous ne voulez aucune industrie en France. C'est pas ça le choix. C'est pas le choix. Dans soit les gaz de schiste, vous avez soit l'industrie. Mais si, dans toute industrie, vous avez des transports de camions. Dans toute industrie, vous avez des utilisations de produits chimiques. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est on arrête tout. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous voyez, de la même façon qu'un certain nombre de pays pratiquent un dumping social en ne respectant pas un certain nombre de règles fondamentales de protection sociale, ou par exemple en ayant recours au travail des enfants. Et ensuite, ça exerce une concurrence déloyale. De la même façon, en quelque sorte, les États-Unis ont inventé le dumping environnemental. C'est-à-dire que le coût de production, le prix du gaz aujourd'hui aux États-Unis n'intègre pas le coût des dégâts environnementaux qui seront supportés par les générations futures. C'est ça la réalité. Et ce modèle-là, Laurence Parisot, n'est pas reproductible en France. Notre modèle n'est pas le même et ce n'est ni possible ni souhaitable. Quand vous expliquez tout ça... Le territoire n'est pas le même, Laurence Parisot. Bien sûr, mais on va revenir sur la question de la superficie qui est utilisée et physiquement comment ça se passe. Mais quand vous expliquez ça, vous donnez le sentiment qu'on peut faire fonctionner notre économie et utiliser des ressources uniquement avec l'air, le soleil. C'est un peu ce qui est sous-jacent à votre discours. Mais aussi le nucléaire. Et le nucléaire, mais enfin que vous voulez réduire.
Bon. Oui, réduire, mais pas supprimer. Est-ce que vous voulez dire, dans votre explication, que, par exemple, les 2000 puits de pétrole qui existent dans le bassin parisien, il faudrait les fermer? Ils n'utilisent pas de fracturation hydraulique. Ils n'utilisent pas de fracturation hydraulique. Le problème, c'est la fracturation hydraulique. Alors, on rentre dans le sujet. Très bien. Le problème, c'est la fracturation hydraulique. Alors, expliquons quelle est la fracturation hydraulique. Vous l'avez explié rapidement tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin, mais c'est une injection d'eau très forte. Très bien. Des quantités d'eau. Hein. Des quantités d'eau assez fortes. 30 000 mètres cubes par forage. Pendant combien de temps? Pendant un an et demi, vu que la rentabilité des forages s'effondre très vite. L'équivalent de la consommation annuelle aux États-Unis est de 3 millions de personnes. Oh, écoutez, non, mais attendez, la quantité. Non, mais je veux pas. Ce sont des chiffres qui sont. Bien, moi, je vais vous donner des chiffres aussi. La quantité d'eau que vous avez évoquée, c'est ce qui est injecté au moment du forage. Ça dure 4 semaines. Il faut expliquer à tout le monde que cette opération-là ne dure que 4 semaines. Et le derrick que vous avez peur de voir au bout de votre jardin, qui est assez haut effectivement, n'est installé que pendant 4 semaines. Vous n'en mettriez un, vous, de derrick au bord de votre jardin? Ça dure que 4 semaines. Oh, Laurence. Eh bien, je vais vous dire, si cela permet de relancer l'économie de la France, et si vous me permettez de vous expliquer jusqu'au bout ce qui va se passer au bout de mon jardin, je vais vous dire que oui, ça ne me gênerait pas. Allez-y. Vous avez un derrick pendant 4 semaines. Ensuite, vous enlevez ce derrick. C'est fini. Reste pendant plusieurs mois, le temps ou plusieurs années, ça peut dépendre, le temps de l'exploitation même, un puits avec une tête de puits dont vous connaissez la hauteur, Jean-Jacques Bourdin? 2 mètres maximum. C'est même moins inférieur à 2 mètres dans la plupart des cas. Et ceci sur une superficie équivalente à un terrain de football. Très bien. Donc, physiquement, et je comprends tout à fait le désagrément que cela peut représenter, ou l'inquiétude que ça peut... Le problème, Laurence Parisot, est-ce qu'il ne faut pas en installer des dizaines et des centaines et des milliers les uns à côté des autres? Non, pas forcément. On n'en sait rien, justement. Si, on le sait. On le sait pertinemment. Non, Madame la Ministre. Si. Tant que nous n'avons pas fait des premières recherches, des premières explorations pour savoir les caractéristiques, et même si c'est rentable, nous ne pouvons pas savoir s'il en faut beaucoup. Je finis sur la fracturation et sur la quantité d'eau. Donc je vous ai dit, ça ne dure que 4 semaines. De l'eau, du sable. Très bien, de l'eau, du sable. Très bien, vous injectez du sable dans la terre. Des biocides. Est-ce que vous savez que toute cette eau-là, elle peut être complètement retraitée? Et grâce à quel type d'entreprise? Ce n'est pas le cas. 70% de recyclage. 70% de retraitement et de recyclage. Très bien. Ensuite, quelles sont les autres caractéristiques physiques qu'il faut connaître sur le sujet? On a très peur des nappes phréatiques. Évidemment, si vous faites un forage juste en dessous de la nappe phréatique, ça c'est très dangereux. Il n'y a aucun ingénieur qui vous recommanderait ça. Il faut être à une certaine distance, mais ce sont des choses qui sont maîtrisées. Si vous aviez... Attendez, je finis juste une chose. Si vous aviez introduit le débat de la même façon dans les années 50, quand on a commencé à se poser des questions sur l'exploitation du gaz de lac, on aurait décidé de ne pas exploiter le gaz de lac. Il faut savoir... C'est pas la même technique, hein, Laurence. Non, c'est pas du tout de la fracturation hydraulique, vous avez raison. Mais, attendez, c'était d'autres problèmes, à tel point que les Américains eux-mêmes... Non, laissez-moi finir. Que les Américains eux-mêmes disaient aux ingénieurs français, vous n'y arriverez jamais, ce gaz est trop toxique et c'est dangereux. Et il faut savoir, et ça c'est un point clé, que le gaz de lac est largement à l'origine des 30 Glorieuses. Alors, est-ce qu'on veut, oui ou non, baisser les coûts de production dans notre pays, réindustrialiser, se donner les moyens de recréer la croissance et donc de faire baisser le chômage? Vous voulez arrêter de baisser le coût du travail? Alors sur le terrain économique, parce que au coût de l'énergie. Alors d'abord, le débat, il n'est pas seulement pour ou contre le gaz de schiste. Il est pour ou contre la croissance verte. Et c'est pas et la croissance verte et le gaz de schiste. Mais ça ne peut pas être que la croissance verte. S'il y a un choix à faire. Ça ne peut pas être exclusif. Et donc moi aussi, je veux lutter contre le chômage. Nous avons pris des engagements très forts avec le président de la République sur l'inversion de la courbe du chômage. La façon dont nous allons le faire, c'est en investissement puissamment sur les économies d'énergie, sur le développement des énergies renouvelables. Il est là le levier de compétitivité. C'est-à-dire que les investissements consacrés au gaz de schiste ne sont pas consacrés Votre raisonnement, c'est parfaitement raisonnable. Nous sommes la France au 4e rang mondial
sur la croissance verte. C'est un marché de 550 milliards de dollars. Jean-Jacques Bourdin, qui est le premier investisseur dans l'énergie solaire. Alors, si je peux... Vous savez, c'est Total. Oui. Total. Non, mais on est d'accord. Allez-y, finissez. Attendez. Delphine Batteau, allez-y. Ça peut pas être Allez-y, Delphine Batteau, allez-y. Les investissements aux États-Unis dans les énergies renouvelables ont diminué de 37% avec l'essor des gaz de schiste. Les investissements mondialement, avec ce qui est en train de se passer du fait des gaz de schiste sur les énergies renouvelables, ont diminué de 11%. Donc c'est pas et l'un et l'autre. Ah non, il y a un choix à faire. Ça, c'est la première chose. Je fais les deux. La deuxième gaz chose, de schiste non, et énergie renouvelable. Ce n'est pas vrai. Les énergies renouvelables ne peuvent être que subventionnées par l'État qui n'a plus d'argent. L'argent public est rare. Justement, où l'investissement même privé est rare. Il faut faire des choix et on ne peut pas se disperser. Ça, c'est la première chose. L'énergie renouvelable ne tient pas toute seule. Vous le savez très bien. Mais parce que vous ne permettez pas l'échange. Laurence Parisot, Delphine Batteau, finissez. La deuxième chose, c'est par rapport au raisonnement qui est tenu par Laurence Parisot sur la fracturation hydraulique. Ça me fait penser à, vous savez, ce qui s'est passé sur le tabac. C'est-à-dire que quand les dangers de la cigarette sont apparus et l'impact sur la santé, l'industrie du tabac a inventé la cigarette light. Et pendant tout un temps, on a fait croire aux gens que la cigarette light, c'était moins dangereux pour la santé que la cigarette tout court. Et puis, il y a eu un certain nombre d'études scientifiques qui ont montré que la cigarette light, ça faisait aussi du cancer du poumon, ça avait les mêmes dégâts sur la santé, et donc l'Union européenne et les États-Unis ont interdit la cigarette light. Eh bien, la fracturation hydraulique light, Laurence Parisot, c'est la même chose. Ça n'existe pas. Je ne parle pas de fracturation hydraulique light. C'est le raisonnement que vous avez tenu. On peut maîtriser les risques à peu près, on sait à peu près retraiter une partie de l'eau, mais pas la totalité. Je suis très déçue. C'est ça le raisonnement. Je suis très déçue parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Moi, j'invite tous les auditeurs et téléspectateurs à aller sur le site de l'Académie des sciences, qui très récemment a organisé un débat. Vous savez avec qui ? Juste, si vous me permettez. Mais il y avait plusieurs interlocuteurs. Avec Vincent Courtillot, qui est la personne qui, avec Claude Allègre en France, nie la réalité du réchauffement climatique. Vous avez regardé tout le débat d'ailleurs. C'est cohérent d'être et pour le gaz de schiste et de dire que le réchauffement climatique n'existe pas. En France, l'Académie des sciences, selon vous, Madame la Ministre, n'est pas fiable, n'est pas honnête. J'ai trouvé ne respecte pas les principes de la recherche scientifique. C'est ça que vous êtes en train de dire. L'Académie des sciences n'était pas vous êtes contre le progrès. Conforme. Non, pas du tout. La façon dont vous... Je voudrais... il est 52. Je voudrais une dernière... Attendez, il est 53. Il nous reste 3 minutes. C'est d'avoir les yeux ouverts sur aussi une réalité qui est celle du réchauffement climatique. Est-ce que économiquement... Comme il reste 3 minutes, je veux aller à l'essentiel. Moi, Laurence Parisot, je propose un New Deal écologique. Je pense que le débat qu'on a, c'est un affrontement hyper classique entre les intérêts de court terme que vous défendez, parce que vous défendez des intérêts particuliers, et les intérêts de long terme, dont c'est aussi mon devoir de les défendre, parce que je porte l'intérêt général. Et je pense que l'on a le moyen aujourd'hui de dépasser cette contradiction en faisant en France résolument le choix de l'industrie verte. Ce secteur, il est dynamique, Laurence Parisot. Il a créé 6,7% d'emplois. Comme si je le représentais pas aussi. Eh bien, il faut y aller à fond. C'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. C'est comme ça qu'on va sortir de la crise. C'est pas en retournant au 19e siècle. C'est ça la solution. Écoutez, ce ne sont que des propos politiques. On ne peut pas rentrer dans quelque chose de rationnel avec vous dans cette façon de vous exprimer. Tout à fait. Premièrement, je pense que nous avons beaucoup plus la vision de long terme que vous, beaucoup de politiques, qui est d'abord concernés par les enjeux de très court terme. Deuxièmement, il y a un enjeu d'indépendance énergétique. Troisièmement, il y a un enjeu de prix d'achat du gaz et d'indépendance par rapport à... C'est pour ça que j'ai créé le statut de gazo intensif. Très bien, et d'indépendance par rapport à Gazprom. Aujourd'hui, notre gaz, vous ne voulez pas supprimer la consommation de gaz en France. Est-ce que vous savez ce que... Vous ne voulez pas... Répondez à ma question. Est-ce que vous voulez supprimer la consommation de gaz en France ? Allez-y. Je vais vous répondre. Nous allons développer massivement le biogaz. Le gaz de schiste, les estimations qui sont faites, c'est que ça couvrirait à peine 10% de la consommation française. Et le biogaz, de gaz. Est-ce que vous pensez qu'il faut faire 5000 forages en Ardèche, dans les Cévennes, sacrifier les paysages, alors qu'on est le premier pays touristique du monde pour avoir moins de 10% de la consommation française de gaz? Combien le biogaz? Le biogaz, nous allons le développer massivement avec les grandes entreprises françaises de l'énergie. De la consommation de gaz, ce sera au moins 20%. Vous préférez qu'on achète déjà plus que les gaz de schiste. Mais vous préférez qu'on continue à acheter, qu'on soit dépendant de la Russie?
Russie. C'est ça que vous voulez dire. Vous ne voulez pas que notre industrie pétrochimique en France survive, parce que c'est son arrêt de mort que vous êtes en train de signer. Mais, totalement. C'est totalement caricatural. Mais non, ce que vous dites. moins que ce que vous dites vous. Non, il y a un sujet de compétitivité lié à l'énergie, ça c'est vrai. Il faut conquérir une autonomie énergétique plus forte, ça c'est vrai. Très bien. Et on n'est pas obligé de sacrifier l'environnement pour ça, Laurence Parisot. Il y a des technologies nouvelles qui sont non polluantes. On peut faire du gaz aujourd'hui avec les déchets agricoles. On peut recycler les déchets organiques des ménages. Dans une logique politique avec de l'ironie, une fois de plus, alors que c'est pas ça qui permet de comprendre le débat. Parce que ça passe très très vite, malheureusement, mais c'est comme ça. C'est fou, il faut la refaire celle-là. 25 minutes. Oui, on est d'accord. Alors vous avez 1 minute 30 pour défendre votre point de vue et Delphine Batho terminera. La question de l'exploration avant même l'exploitation du gaz de schiste, c'est une question qui correspond à se demander est-ce qu'on veut ou pas continuer avec le progrès dans notre pays? Est-ce qu'on a confiance en la science ou pas? C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est dans l'évolution du mix énergétique, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes tout à fait d'accord à donner une part beaucoup plus grande aux énergies renouvelables. Simplement, on ne peut pas, compte tenu de l'état des finances publiques, continuer à subventionner ces énergies renouvelables comme nous le faisons. Et en plus, vous savez très bien qu'elles ont une limite, c'est qu'elles sont instables. Donc moi, ce que je propose, très clairement, c'est au contraire qu'il y ait une espèce de partenariat entre l'exploitation du gaz de schiste et le développement des énergies renouvelables. L'un permettra le financement de l'autre, d'une part, et les gaz de schiste également permettront la stabilité de l'énergie renouvelable, ce qui n'existe pas si vous êtes dans le pur éolien ou le pur solaire. Bien, Delphine Batho. D'abord, moi, je crois en la science. Je crois au progrès humain. Et je veux que notre pays reprenne la marche en avant du progrès et se modernise profondément. Je fais un choix positif. Je ne fais pas seulement le choix du refus des gaz de schiste. Je fais le choix positif de dire la voie de l'avenir et de la modernisation pour la France, c'est de prendre résolument le train de la compétition mondiale sur la croissance verte. Cela veut dire que nous devons investir dans les énergies du futur, qui n'ont pas tous les inconvénients de ces productions. Cela veut dire, par rapport à la question que vous posez sur la question de la compétitivité économique, que le modèle français n'a pas à copier le modèle américain, que le modèle français énergétique, c'est celui d'une complémentarité entre le nucléaire, qui nous apporte une énergie à un prix relativement compétitif, et le développement des énergies renouvelables. C'est-à-dire que c'est un modèle décarboné, qui fait de la lutte contre le réchauffement climatique, et donc aussi des enjeux pour les générations futures, du gaz en France. Priorité. Et c'est comme ça. Vous préférez le gaz importé que le gaz chinois. On va créer des entreprises et qu'on va apporter des solutions au problème de la compétitivité de la France. C'était trop court, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours trop court, vous savez. Bien, merci d'être venu nous voir. J'espère qu'on a un peu éclairé les auditeurs et les téléspectateurs. Je sais que les débats vont se poursuivre autour du gaz de schiste. Merci Delphine Batho. Merci Laurence Parisot d'être venue nous voir toutes les deux ce matin. Il est 8h58, RMC BFM TV.